Parfait. Écoutez, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire dédié donc au monde du gaming. Alors, depuis 40 ans, le monde du jeu vidéo attire massivement le grand public et compte aujourd'hui plus de 2,7 milliards de joueurs dans le monde. 1,6 milliard de joueurs quotidiens. Le monde du jeu vidéo a réussi à séduire les plus grands investisseurs. Il ne se passe pas plus d'un mois sans qu'on annonce une acquisition, une fusion qui se compte en milliards de dollars. Le monde du jeu vidéo attire aussi de très grands talents artistiques, des développeurs hors pair, des raconteurs fabuleux d'histoires. Et pourtant, les investissements des marques dans les jeux vidéo sont en total décalage avec la taille de l'audience accessible. Et ces investissements sont très inférieurs aux investissements faits sur les canaux plus traditionnels que sont le web ou la télévision. Alors, comme on peut le voir sur le prochain slide, Myriam, si tu veux, voilà, pour un joueur, il y a 1,7 internautes. Et pourtant, pour 1 euro dépensé dans les jeux vidéo, il y a 33,7 euros dépensés sur Internet. En fait, les ratios ne collent pas. L'audience se décale, c'est clair, mais pas du tout les investissements médias. Alors, est-ce une nécessité pour les marques de s'afficher dans les jeux vidéo? La population des gamers se trouve-t-elle aussi sur Internet? Et si oui, le prix d'une même publicité à une même personne est-il le même dans les jeux vidéo et sur Internet? Il y a des raisons pour lesquelles les marques freinent leurs investissements dans les jeux vidéo. Lesquelles? Est-ce un problème de format? Un problème sur la qualité du support? Peut-être que la seule qualification de l'audience ne suffit pas à les rassurer. En effet, typiquement, si je suis une grande marque, je n'ai pas forcément envie de m'afficher dans un jeu qui ne correspond pas à mes valeurs, et même si mon audience y est. Alors, est-ce que les technologies modernes permettent maintenant aux marques de protéger leurs valeurs, de mieux définir leur audience et le type de jeu dans lequel elles pourraient s'afficher? De même, comment les intermédiaires, agences trading desk font évoluer leur offre et que proposent-elles aux marques pour les amener à investir sans crainte dans les jeux? Comment garantir aux marques une efficacité publicitaire au moins égale à celle du web? Et enfin, quels sont ces intermédiaires qui accompagnent les marques dans les jeux vidéo où les codes de la communication ne sont pas du tout ceux du web? Beaucoup de questions et je tiens à remercier l'IAV France de me permettre de monter cette task force gaming pour y répondre avec les experts présents sur ce panel, mais aussi avec toutes les bonnes volontés qui pourraient être à notre écoute ce matin dans ce webinaire et qui voudraient nous rejoindre. Alors, dans cette task force, nous avons des professionnels de la publicité au sens traditionnel du terme, des marques, mais aussi des éditeurs de jeux, pour qu'ils nous apportent en leur qualité de publisher leurs attendus du monde de la publicité. Car en effet, quels sont les business models des éditeurs de jeux? Et quelle est l'importance de la publicité pour eux? Ça dépend du type de jeu, évidemment. Et puis, comment les éditeurs de jeux calculent-ils les LTV des joueurs, c'est-à-dire les espérances de gain d'un joueur sur un jeu? Comment un jeu va-t-il chercher ses sponsors, ses marques ou sa publicité? Avec une particularité de taille pour les éditeurs et développeurs de jeux. Dans les jeux hyper casual ou casual, ils sont donc en concurrence directe avec les marques. Alors, comment calculent-ils leur prix d'enchère, leur coût d'acquisition d'un joueur, le fameux CPI, et comment leur CPI se compare-t-il au CPC ou au CPM des marques? Alors, tout cela est évidemment très complexe et encore plus complexe que cela parce que le jeu vidéo ne se résume plus au temps passé par l'audience devant ses écrans. L'e-sport, les manifestations festives, les salons, les réseaux sociaux et les plateformes de streaming sont autant d'occasions pour les marques de s'exposer et de s'associer à un joueur ou à un jeu pour véhiculer des messages auprès d'une population par ailleurs très compliquée à atteindre au travers des médias plus traditionnels. Bref, le gaming et les marques et le gaming, c'est forcément un vrai sujet. Et un sujet qui va forcément devenir de plus en plus central pour à la fois se simplifier et se complexifier d'ailleurs. Se simplifier parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs capables de bien accompagner les marques et de dissiper leur défiance sur le secteur. Et puis, il y a de plus en plus de technologies aussi qui simplifient et sécurisent l'accès aux marques, des marques au monde du jeu vidéo. Mais se complexifier aussi parce que les joueurs sont extrêmement exigeants. Et il ne faut pas rater ça comme. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont aussi exigeants, les joueurs, qu'ils sont reconnaissants et favorables à l'introduction dans les jeux des marques pour, par exemple, leur permettre de jouer gratuitement ou de jouer dans des environnements qui sont plus réalistes. L'audience des gamers est aussi reconnaissante aux marques de leur permettre d'avoir une plus grande proximité avec les influenceurs ou de partager des moments communautaires avec les joueurs, acteurs, streamers, qu'ils regardent et qu'ils écoutent d'ailleurs avec le plus grand respect.
Notre Task Force Gaming va s'articuler donc autour de plusieurs thèmes ou plusieurs work packages, chacun des work packages ayant aujourd'hui un lead qui va organiser et coordonner avec moi les travaux. Pour ce webinaire, d'abord, aujourd'hui, nous aurons un premier sujet autour des chiffres du marché. Ensuite, on va rentrer dans le dur de la task force avec un premier work package que nous avons intitulé Publicité pendant les temps de jeu. Et donc là, on va parler de l'exposition des marques au sein même des jeux vidéo, partie que Benoît Régent de Dentsu se propose de coordonner en détaillant notamment les outils technologiques disponibles et l'acceptabilité des formats présents dans les jeux vidéo par les joueurs. Le second Work Package, qui sera dirigé par la société Webedia et plus particulièrement par Michel Benzeno, spécialiste du monde du gaming, et qui concerne la publicité hors du temps de jeu à proprement parler, c'est-à-dire toutes les opérations entre les marques et les joueurs lors de tous les événements en fait, qui sont connexes au monde du jeu vidéo, l'animation d'une communauté et comment est-ce qu'on engage cette communauté au-delà typiquement du gameplay. Enfin, un troisième work package au cours duquel les éditeurs et développeurs de jeux vidéo vont s'exprimer sur leur vision du marché de la publicité, avec en tête de file les sociétés Vodoo et Gameloft, respectivement représentées par Gaëtan Fajon et Cyril Guillemino. Une task force qui naît donc et dont l'objectif sera de produire un état des lieux et des perspectives claires sur les liens existants et à créer entre le monde de la publicité et l'industrie du gaming au sens large du terme. Une étude académique qui devra d'abord poser les bases d'une réflexion constructive, avisée et éclairée aussi bien pour les marques que pour les éditeurs de jeux, mais aussi proposer des conclusions très précises sur les attendus des marques et des éditeurs pour permettre d'identifier toutes ces nouvelles opportunités d'affichage et d'associer en toute confiance les jeux vidéo et les annonceurs. Allez, sans plus attendre, je laisse la parole à Valérie Négrier sur les données marché. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a souhaité commencer cette présentation par quelques données marché et un point sur les enjeux, par rapport au marché du jeu vidéo. Quelques chiffres déjà sur le marché français, donc des chiffres qui nous viennent du SAL, qui est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui montre un marché français qui a connu un record l'année dernière en 2020 avec une progression de 11% du chiffre d'affaires du jeu vidéo, ce qui est un record absolu. Un record qui est dû d'une part au fait que les mesures de confinement, de couvre-feu ont bien évidemment boosté cet univers, et d'autre part le fait qu'en fin d'année 2020, on a une nouvelle génération de consoles qui sont sorties et c'est de nature, à chaque fois que c'est le cas, de booster un petit peu plus ce marché. Vous voyez au centre que le marché du jeu vidéo en France est dominé à 51% par l'écosystème console. Cependant, on voit qu'en termes de dynamique, même si tous les écosystèmes sont très dynamiques, on voit que le mobile supplante un petit peu les autres écosystèmes puisqu'il a progressé plus largement, et qu'il est devenu depuis 2019 finalement le deuxième écosystème au sein du marché des jeux vidéo. En termes de public, c'est intéressant de voir aussi que contrairement à bon nombre d'idées reçues, en France, effectivement, le public du jeu vidéo, j'ai envie de dire, c'est un petit peu tout le monde, puisque vous voyez qu'on a 71% des Français qui déclarent jouer aux jeux vidéo au moins occasionnellement. Donc, ce qui représente plus de 36 millions de personnes. En termes de joueurs réguliers, c'est-à-dire qui jouent au moins une fois par semaine, c'est quand même 52% des Français qui déclarent être dans ce type d'activité, avec une répartition homme-femme qui est relativement équilibrée et qui, en termes de tranche d'âge, on voit se situe à un âge moyen de 39 ans. Donc là aussi, bien loin des clichés. Un adulte sur trois déclare jouer tous les jours. Donc là aussi, un chiffre intéressant. Et vous voyez sur la droite que quand on regarde par tranche d'âge, bien évidemment, c'est quasiment la totalité des 10-14 ans, par exemple, qui jouent aux jeux vidéo. Mais quand on regarde chez les 50 ans et plus, on voit malgré tout qu'on est dans une proportion qui est loin d'être négligeable. Au niveau mondial, maintenant, on a un marché qui, comme en France, a progressé
de façon très dynamique en 2020, puisqu'on parle d'une progression de près de 20%, d'un marché de 175 milliards de dollars à travers le monde, avec là, pour le coup, un poids du mobile qui est de 49%, donc qui est déjà largement dominant et qui est extrêmement dynamique, puisqu'on parlait d'une progression de 16 ou 19% pour la France. Là, on est dans une progression de 2020 par rapport à 2019 de plus de 25%. Mais vous voyez que l'écosystème console aussi progresse, lui, de plus de 20% également. Au niveau du public, on est, comme Guillaume le soulignait, aujourd'hui au niveau mondial autour de 2,7-2,8 milliards d'individus qui jouent aux jeux vidéo. Il faut savoir que Accenture nous dit qu'en 3 ans, on a gagné plus de 500 millions de joueurs à travers le monde et que ces nouveaux joueurs sont à 60% des femmes et à seulement à 30% des moins de 25 ans. Donc là aussi, ça casse complètement le cliché du jeune joueur. Effectivement, la population du gaming aujourd'hui est très diversifiée et beaucoup plus large. Et au niveau mondial, toujours, on table sur une progression de 400 millions d'individus de plus à l'horizon 2023. Donc finalement, à cet horizon, plus de la moitié de l'humanité jouera aux jeux vidéo. Il faut savoir que l'Asie-Pacifique est une zone qui domine ce marché, puisque à peu près 50% des joueurs et 50% du marché se situent dans cette zone. Voilà pour les chiffres du marché. En termes de tendance, on voit que c'est un marché qui, petit à petit, s'est vraiment largement imposé dans l'industrie du divertissement, puisque depuis 2019, c'est un marché qui représente plus de 2 fois le marché du cinéma et de la musique, un gap qui s'est considérablement accru l'an dernier, puisque d'une part, les jeux vidéo ont largement continué leur progression grâce à la pandémie, l'arrivée de nouvelles générations de consoles, et à l'inverse, bien évidemment, le cinéma a été très pénalisé par la pandémie, ce qui a creusé l'écart. Donc, première tendance, effectivement, un jeu vidéo qui s'impose dans l'industrie du divertissement. Deuxième tendance, et pas la moindre, c'est qu'on observe très clairement que depuis quelques années, on passe du divertissement à la connexion sociale. On voit effectivement à travers des jeux comme Animal Crossing, New Horizons, que les gens viennent sur ces jeux pour échanger, pour rencontrer d'autres personnes. On voit à travers des plateformes sociales comme Discord, qui est une plateforme qui a énormément progressé pendant la pandémie et qui a aujourd'hui 140 millions d'utilisateurs, qui est très utilisée justement pour les joueurs de jeux vidéo, pour échanger, pour discuter, pour chatter. Donc on voit qu'il y a vraiment un attrait très fort pour ces plateformes qui a été très convoité par Microsoft récemment, mais il faut savoir que Discord, très récemment, a noué un partenariat avec Sony autour de la PlayStation. Twitch, évidemment, aussi une plateforme live streaming où le just chatting est un usage prépondérant. Il faut savoir là aussi que Twitch a énormément progressé en un an, puisque on est passé de 3,1 milliards d'heures de vidéos au premier trimestre 2020 à 6,3 d'heures visionnées en 2021, donc un doublement de l'audience de Twitch en un an. Intéressant aussi de voir à travers cette étude Accenture que les individus, quand ils vont sur les jeux vidéo, c'est certes pour jouer, mais de plus en plus pour se connecter à d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Vous voyez, c'est le cas à 84%. Pour les aider à rencontrer de nouvelles personnes, là aussi 80%. Pour les aider à rester en contact avec leurs amis. Donc ce phénomène s'est vraiment très largement accru avec la pandémie et tous les chiffres montrent effectivement cette tendance à la connexion sociale. Autre tendance, j'ai envie de dire, on l'a appelée bienvenue dans les métaverses, puisque là aussi, cette logique de métaverse, d'univers parallèles virtuels dans lesquels les individus vont vivre finalement une seconde vie, mais finalement la vie tout court, puisque quand on est confiné, quand on est soumis à un couvre-feu, effectivement, on va de plus en plus se tourner vers ces univers parallèles qui se matérialisent par des Animal Crossing, des Fortnite, des Minecraft ou des Roblox, pour assister à un concert, se rendre dans son magasin préféré, visiter un musée
etc. Donc, c'est vraiment toute la vie qui se transforme, qui se transpose dans ces métaverses, à tel point que, par exemple, qu'un Roblox, aujourd'hui, ne se définit plus du tout en jeu, en jeu vidéo, mais en lieu d'expérience. Et ce lieu d'expérience, on voit qu'il est convoité aujourd'hui à la fois par les acteurs du jeu vidéo, mais aussi par les acteurs des réseaux sociaux, par exemple Facebook, avec des Facebook Horizon, bien évidemment, recherche à s'implanter et à s'intégrer dans ces logiques-là. Autre tendance qui est associée à cette logique de métavers, c'est ce qu'on appelle l'ère des avatars. C'est qu'effectivement, quand on va dans ces univers, on se représente soi-même sous forme d'avatar, auquel on va pouvoir donner des attributs, couleur de cheveux, des yeux, etc. Mais aussi trouver la petite robe qu'on n'a pas trouvée dans le magasin physique parce qu'il est fermé. Par exemple, vous avez des défilés Valentino et vous pouvez offrir à votre avatar un vêtement Valentino. Vous pouvez vous maquiller avec du Givenchy puisque Givenchy est présent sur Animal Crossing. Vous pouvez vous rendre dans un restaurant KFC virtuellement. Vous pouvez décorer votre intérieur avec des œuvres d'art, puisque de nombreux musées sont présents là-bas. Et vous pouvez aussi meubler votre intérieur avec des meubles Ikea. Donc, c'est vraiment cette logique d'ère des avatars et de toute l'économie qui va autour, puisqu'on peut s'acheter concrètement tous ces vêtements virtuels ou autres dans ces univers. Et finalement, ce qu'on voit, pour résumer tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve tous dans ces métaverses, alors qu'on soit individus, citoyens. Par exemple, on a vu des défilés de gilets jaunes, on avait vu des manifestations pour les Black Lives Matter arriver sur Animal Crossing. On voit aussi des étudiants qui ont reconstitué leur école et qui ont organisé des remises de diplômes à l'intérieur de jeux comme Minecraft, par exemple. C'est le cas de Sciences Po ou Berkeley. On a vu des Joe Biden et Kamala Harris qui faisaient campagne dans Animal Crossing. On a bien sûr vu des concerts, celui emblématique de Travis Scott qui a réuni 12 millions de spectateurs et qui a généré 300 000 tweets, donc ce qui est plus que le CES de Las Vegas, des marques largement présentes. On va en parler justement tout de suite avec Benoît. Et puis des distributeurs ou des restaurants, par exemple comme McDonald's, à l'origine par des fans ou par les marques. Et donc, voilà, pour aller plus loin sur ces contenus, je vous propose de voir ce qui se passe en termes de publicité pendant les temps de jeu avec Benoît. Merci Valérie. Oui, en effet, c'est assez compliqué quand on est un annonceur et qu'on se rend compte qu'il se passe véritablement quelque chose. Donc, on a envie d'en profiter, mais on ne sait pas trop comment finalement on peut rentrer dans cet univers. Donc, on a eu chez Dentsu beaucoup de questions de la part de Marc pour comprendre finalement un univers qui est assez protéiforme. Il y a des choses qui sont très emblématiques. On a vu Animal Crossing, mais il y a énormément d'autres choses. Et c'est pour ça notamment qu'on est allé à l'Union des marques pour essayer d'expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionnait. Donc, beaucoup de pédagogie à faire pour expliquer un univers qui, pour nous, en tant qu'agence, présente énormément d'opportunités finalement pour les marques. Chez Dentsu, on s'est dit qu'on voulait se positionner sur un monde post-publicitaire. On sait que la relation à la publicité est des fois un petit peu compliquée avec les Français. Bien, le jeu vidéo nous offre des opportunités intéressantes. Comme le faisait remarquer Guillaume, on est sur un univers qui aujourd'hui n'est pas saturé, donc sur lequel on a des possibilités d'émergence qui sont intéressantes. Mais quand je parle d'émergence, ça peut être à travers des logiques très simplement publicitaires d'impression ou d'exposition, mais on peut aussi, au sein du jeu vidéo, aller sur des logiques de brand content très créatives. Et c'est d'autant plus important que les joueurs nous le disent, on est finalement dans une réplique de la vraie vie, dans une vie virtuelle, dans ces fameux métaverses. Il serait normal que les marques s'intègrent de manière naturelle et non intrusive à l'intérieur de ce contenu. Donc on est parfaitement dans la logique post-publicitaire. Ça incite même les marques à un respect de l'utilisateur, à comprendre son gameplay, à voir comment on peut s'intégrer de la manière la plus native, voire la plus servicielle possible
à l'intérieur du jeu. Donc, les opportunités sont véritablement énormes, du display jusqu'à l'événementiel, avec des logiques soit d'impression, soit d'engagement qui sont vraiment intéressantes. Mais pour ça, il faut comprendre effectivement comment on peut naviguer dans le gaming. Et le gaming, c'est finalement une notion assez large. Il y a tout ce qu'on peut faire pendant le temps de jeu qui va toucher des joueurs réguliers, occasionnels. On a vu avec Valérie ces données. Mais dans l'univers du gaming, vous avez des joueurs professionnels. C'est un métier pour certains. On peut gagner sa vie en étant un joueur professionnel. Et là, on rentre dans le monde de l'e-sport. Avec véritablement des audiences incroyables, on est capable de remplir des stades. On a tout un écosystème hyper important qui fonctionne finalement avec cette troisième logique de consommation du gaming, qui est le streaming. À partir du moment où il y a de la compétition, où il y a des professionnels, eh bien, il y a du spectacle. Et qui dit spectacle dit média et dit audience. Et donc, le streaming, ça peut être aussi bien ces logiques de joueurs individuels qui partagent leur jeu que des logiques très importantes. Maintenant, si je me focalise véritablement sur le temps de jeu, puisque sur les parties e-sport et streaming, Michel nous en parlera juste après, il y a également 5 possibilités différentes. Premièrement, ce qu'on va appeler des serious games ou des advert games, c'est la possibilité de fabriquer un jeu à ses couleurs directement. Ensuite, il y a le casual gaming. Vous connaissez tous ces petits jeux sur lesquels finalement, eh bien, on va vous pousser, même si le jeu est gratuit, à aller acheter directement des vies, accéder à des niveaux supérieurs. Donc, il y a un business model qui est orienté autour des achats in-app. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler l'hyper casual. Et là, du coup, l'hyper casual, c'est vraiment des jeux qui sont gratuits, mais très, très intuitifs pour tous les publics, alors que le casual gaming adresse plutôt des joueurs occasionnels. L'hyper casual s'adresse à tous. Et comme le faisait remarquer Guillaume, les marques, finalement, sont dans une logique très, très... elle vous offre finalement ces jeux gratuits, puisque c'est un business model qui est centré sur la publicité, on va y revenir. Les consoles, qui sont au-delà de l'univers gaming, on l'a vu à peu près la moitié de l'écosystème, avec d'énormes acteurs. Quand on s'appelle Microsoft et qu'on propose Xbox, eh bien, on a des régies très importantes comme Verizon qui vous proposent, on va le voir notamment, du display sur les menus de navigation des consoles. Et puis l'in-game, on va parler de 2 logiques un peu différentes. Soit on est dans des logiques très publicitaires, soit on va être dans du placement de produits. Le gaming s'inspirant beaucoup du cinéma, finalement, dans ces logiques de placement de marque au sein des jeux, mais avec un business model qui se cherche encore un petit peu aujourd'hui. On va voir à quoi ça ressemble. Les formats publicitaires que vous avez au sein du jeu. Donc, vous avez tous les formats IAB standards, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui sont disponibles aujourd'hui dans l'univers du jeu. J'entends souvent cette remarque à dire « Ah, mais ça va me forcer en termes de création à faire des choses particulières ». Non, vous pouvez utiliser tous les formats IAB classiques, des bannières, des interstitiels. Ce qui est intéressant à travers le rewarded vidéo, c'est que vous êtes dans une attention énorme puisqu'il faut consommer une vidéo de marque pour pouvoir accéder à divers logiques. Et ce qu'on voyait dans la 4e vidéo, mais qui, voilà, je vais la lancer, c'est du virtual out of home, par exemple. Vous voyez, par exemple, ici, l'intégration de Disney+ dans des panneaux d'affichage virtuel au sein d'un Roblox. Donc, on a la possibilité de se placer comme ça dans ces différents univers. Les serious games ou les advert games, comme je vous disais, c'est finalement des jeux directement à vos couleurs. Déjà en 2015, on avait construit pour Mondelez un jeu à succès qui s'appelait Biscuit Saga. Alors attention, c'est très compliqué. C'est pas parce qu'on fait un bon jeu qu'on va forcément avoir très naturellement beaucoup de joueurs. Ça suppose de la médiatisation derrière pour faire connaître ce jeu, le faire remonter sur les stores, etc. Donc, c'est une logique de marque quand même assez complexe, mais qui est assez intéressante puisque finalement, vous passez du temps intéressant, ludique, en compagnie de la marque. Je vous parlais de Verizon, par exemple. Quand vous rentrez sur votre console Xbox, eh bien dans votre menu de navigation, il y a des espaces qui sont prévus aujourd'hui. Donc là, on est dans des logiques d'impression un peu classiques. Vous voyez, par exemple, Coca-Cola qui profite de cet espace pour pouvoir s'afficher dans cet univers. Ensuite, sur les logiques de placement de produits, Valérie nous en avait parlé à travers Animal Crossing. Quelques cas emblématiques qu'il faut connaître quand même dans ces jeux. Il y a par exemple des Just Eat
ce qui est intéressant avec Just Eat, c'est que c'est une opération qui a été montée en lien avec un influenceur pendant son temps de jeu, en fait, alors qu'il y avait des personnes qui suivaient son jeu. Il y a un livreur qui est venu lui proposer un bon de réduction Just Eat, puisqu'on est finalement comme dans la vraie vie. Et du coup, l'idée pour Just Eat, c'était de demander aux autres joueurs de venir réclamer finalement ce hashtag pour récupérer également un code promotionnel. Donc, ce qui est intéressant finalement dans cette logique de métaverse, c'est qu'on crée des passerelles entre le monde virtuel et le monde réel. Là, aux Philippines, par exemple, KFC, en jouant dans un restaurant virtuel, j'avais la possibilité de gagner des coupons de réduction que je pouvais aller transformer dans un vrai restaurant après, derrière. Tout ça avec cette logique de médiatisation. Et même dans une logique où finalement la marque n'est pas forcément aux commandes, le cas Ikea dont parlait Valérie tout à l'heure, c'est pas Ikea qui a monté cette opération. Ce sont des fans de la marque qui eux-mêmes ont décidé d'aller créer un univers dédié. Et du coup, là, ce qui est véritablement intéressant, c'est que des agences font travailler des créatifs, un peu comme ce qu'on voyait avec Milka, où il faut inventer un univers ludique de marque. Et bien là, on peut inventer finalement dans ces mondes virtuels des logiques très interactives de marque, où la marque n'est plus simplement dans une logique d'exposition, mais dans une logique finalement de dialogue. Alors, quand on explique tout ça aux annonceurs, par rapport aux freins dont nous parlait Guillaume, il reste quand même aujourd'hui beaucoup de questions qu'on nous pose, d'où l'intérêt de ce groupe de travail sur lequel on vous invite à venir tous collaborer le plus nombreux possible. Quelques questions. Quelle acceptabilité des différents formats? Est-ce que finalement l'interstitiel est intrusif ou pas? Quid de l'effet contexte? Quand on a un TF1, par exemple, qui nous démontre qu'une même publicité dans un Joséphine Ange Gardien n'a pas la même efficacité que dans un autre contexte programme, quid finalement de la visibilité et de la mémorisation de ces formats? Est-ce qu'une bannière en bas ou en haut a la même visibilité? Est-ce que la mémorisation dans un univers gaming est supérieure ou identique à ce qu'on peut avoir sur du web? Alors qu'on peut travailler de manière très simple en programmatique, pourquoi les marques veulent absolument faire du gré à gré? Il y a cette perception finalement d'hyper-créativité, on l'a vu à travers les cas Animal Crossing, mais il y a énormément d'autres possibilités pour s'afficher comme on l'a vu. Donc, quid du retour sur investissement? Quid de whitelister, blacklister certains univers? Il faut pouvoir finalement caractériser certains jeux pour pouvoir décider si oui ou non en programmatique on va dans des jeux ou pas. C'est-à-dire par exemple, moi j'ai pas envie d'être dans un jeu de zombies ou un jeu qui pourrait être perçu comme violent parce que c'est pas l'univers de ma marque. Donc il y a énormément de questions qui sont sur le tapis aujourd'hui, intéressantes, sur lesquelles on doit tous réfléchir dans la manière dont cette présence des marques dans l'in-game peut s'exprimer. Mais comme vous le voyez, ce qui est intéressant, c'est que l'univers in-game, il n'est pas fermé. Il travaille à travers une logique de médiatisation qui fonctionne avec du streaming, avec des logiques d'influenceurs, avec des logiques de relais médias. Et c'est là où je passe la parole finalement à Webedia, qui est un véritable spécialiste pour monter des écosystèmes en partenariat avec l'univers du gaming pour le bénéfice des marques. Merci Benoît, bonjour tout le monde. Alors c'est toujours, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes tous là et c'est toujours assez particulier comme exercice. Donc merci pour déjà cette introspection sur les chiffres clés du marché. Moi, je vais plus vous parler de la façon dont on engage les communautés d'une manière générale gaming en dehors des temps de jeu. Déjà, un premier constat sur l'évolution du marché et notamment une révolution qu'on vit depuis maintenant 2 ans sur le cycle de vie des jeux. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent que aujourd'hui, il y a une opportunité pour les marques de s'associer à l'univers, à l'industrie du jeu vidéo de façon continue et non pas seulement en one-shot au moment où on est, je dirais, au pic de la révélation d'un jeu. Et je vais m'expliquer, en fait, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette évolution du cycle de vie des jeux. Alors, historiquement, il
il y a encore quelques années, dans l'usage de la consommation, on achetait des jeux beaucoup en physique. Quel que soit le jeu, on achetait sa galette chez le distributeur et puis on avait un temps de jeu de 10, 15, 20 heures. Puis une fois qu'on allait au bout du jeu, il ne se passait plus rien. Bon, il y a eu plusieurs évolutions sur l'industrie du gaming. D'abord, l'avènement du cloud. Alors, vous vous souvenez, il y a 2 ans de Google qui a pris des initiatives autour de Stadia, donc pas très concluant, mais déjà à l'époque, ça a pas mal chamboulé le marché. Les éditeurs ont commencé à changer de business model et intégrer une consommation par abonnement, ce qu'on appelle gaming as a service. Et si on devait faire un parallèle assez simple, c'est le début d'une histoire où on pense que les consommateurs vont jouer, consommer du jeu vidéo comme sur Netflix, comme une série. C'est-à-dire que on est dans une approche où le digital et la dématérialisation prend tout son sens par rapport au physique. Et cette tendance a évidemment explosé au moment du confinement et post-crise, ça va cranter, c'est une certitude. Je vous partage quelques chiffres assez édifiants sur la répartition des ventes de jeux, de software entre le physique et le digital. Aujourd'hui, le physique représente 18%, quand le mobile et la dématérialisation représentent 80%. Alors, pour préciser ce qu'est la dématérialisation en termes d'usage, c'est tout ce qui touche aux microtransactions. C'est tout ce qui touche à ce qu'on appelle, nous, notre jargon, les DLC, qui sont des extensions de jeu. Une fois que le jeu est sorti, il y a plusieurs extensions, des additifs au jeu. Et c'est ce sujet de l'abonnement. Ce qui nous laisse entendre que le marché va encore bouger et que, alors qu'hier, on avait des pics et des creux, aujourd'hui, les éditeurs vont constamment communiquer autour de la version bêta, le pré-launch, puis le day one avec le trailer, puis l'extension, puis des nouvelles typologies de personnages dans la narration des jeux qui vont faire qu'on a en continu une actualité très forte autour du jeu vidéo. Il y a un deuxième paramètre intéressant dans l'évolution du marché, ce sont les studios, les éditeurs, parce que grâce aux technologies, à l'inspiration du jeu vidéo dans des mondes connexes comme le cinéma, les séries, aujourd'hui, le développement des jeux est fait pour qu'il y ait une durabilité dans le parcours du joueur, ce qui est assez fondamental en termes de révolution, et ça va même entraîner les éditeurs je dirais, changer de business model et probablement peut-être un jour digitaliser totalement leur business. 2 points intéressants aussi, c'est qu'on a parlé des cycles de vie des jeux. Je dirais une évolution majeure, ce sont les médias. Aujourd'hui, avec l'explosion du gaming, tous les médias s'emparent du jeu vidéo et pas seulement les médias spécialisés. Et donc, ça rejoint cette idée au-delà de la sortie d'un jeu, il y a toute une événementialisation. On l'a vu avec Animal Crossing qui a fait le tour du monde avec plus de 30 millions de jeux vendus, qui a fait la une de tous les plus grands médias, les plus grands journaux. Tous les médias s'en sont emparés. Donc, ça contribue justement à avoir un terrain de jeu continu pour les marques en termes de résonance. Deuxième paramètre aussi, ce sont les streamers, les youtubeurs qui vont s'emparer du jeu, quel que soit le cycle de vie du jeu, que ce soit en pré-launch, en lancement, en extension, etc. Et enfin, les communautés, ça c'est assez saillant. C'est-à-dire que je regarde par exemple ce qui se passe chez nous sur le forum de jeuxvideo.com. Vous avez des multitudes de forums de jeux qui sont devenus de véritables réseaux sociaux où en permanence, les communautés de passionnés vont échanger sur leurs tips. Encore une fois, les nouvelles actus, le gameplay, les évolutions de game design. Donc voilà, in fine, le message qu'on fait passer ici, c'est pour les marques, ne considérez plus l'industrie comme, je dirais, une opportunité de jouer du one-shot, mais justement, intégrez-vous dans ce cycle de vie de jeu qui est pérenne et continu. On peut passer à la slide suivante. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus parce que Benoît a parlé de toutes les typologies de joueurs. Le conseil que je peux vous donner en toute humilité par rapport à cette segmentation, on sait qu'il y a aujourd'hui 35 millions de joueurs en France. Nous, ce qu'on vous encourage à faire, c'est avant même de réfléchir à la façon dont vous pouvez vous associer à ces territoires, quelle typologie d'activation, quelle plateforme, quelle typologie de talent, etc. Le gaming est un terreau formidable en termes de segmentation. Vous le voyez ici, il y a autant de cibles de joueurs que de jeux. En fonction de la typologie casual, hardcore gamer, il est important que vous preniez le temps de réfléchir à
Qu'est-ce que ça veut dire en termes de transfert de valeur, de cible, de prédominance de plateforme? Je vous donne un exemple concret. Par exemple, nous, on a accompagné pendant des années SFR, donc plutôt dans l'univers des nouvelles technologies. Eux, ils ont tout de suite préempté l'aspect compétitif du gaming et plutôt des jeux hardcore. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient la promotion de la fibre. Et la fibre, quand on est joueur professionnel, on ne peut pas se permettre d'avoir des temps de latence. On doit avoir un nombre d'images par seconde qui est, voilà, on est dans la performance. Et donc, le lien entre les joueurs professionnels et la fibre était totalement évident. À l'inverse, une marque comme Pringles, qui est plutôt dans la convivialité, le moment de l'apéritif, l'apéro entre amis, va plutôt préempter des jeux casuels. Donc, vraiment, on vous engage à prendre le temps de réfléchir à la segmentation en fonction des typologies de jeux, des typologies de joueurs. Alors, toujours dans la même veine, je vais plus rentrer dans le détail de cette notion de profiling. L'industrie du jeu vidéo, en termes de consommation, est encore une fois un formidable atout en termes de business intelligence et d'insight. Pourquoi? Parce que, et on le vit évidemment chez nous tous les jours au travers de nos assets, nos médias et nos chaînes de télé, on a aujourd'hui des parcours de navigation qui sont extrêmement déterministes, avec je dirais, des critères de segmentation qui sont évidemment les critères sociodémo, les genres de jeux et également les comparables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable pour un même jeu de savoir ce que les fans de ce jeu vont consommer en termes je dirais, de typologie de jeu. Et puis, pour aller plus loin, on peut aussi, je dirais, créer un portrait robot autour de ce que ces joueurs passionnés consomment au-delà du gaming. Là, vous le voyez là, on a caviardé cette slide puisque c'est issu de nos dashboards. Mais un éditeur de jeux vidéo qui a lancé un jeu récemment assez connu, il se trouve qu'en fait, post-rationalisation, on se rend compte qu'il y a plus de femmes qui consomment ce jeu que d'hommes. Et on a été scanner ce que ces joueurs consommaient au-delà du gaming, c'est-à-dire les séries, le cinéma, les typologies de sources d'informations. On voit que là, il y a une surprésentation de YouTube, par exemple. Et je dirais que ce sujet-là est d'autant plus d'actualité puisque avec la nouvelle réglementation et malheureusement la disparition des cookies tiers, nous, on est très, je dirais, très soucieux de cette réglementation qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Et ça va renforcer notre position justement en tant qu'éditeur sur la first party data. Et le pouvoir du contexte. Et aujourd'hui, voilà, si j'ai encore je dirais un conseil avisé à vous donner, c'est on est sur une industrie extrêmement déterministe et encore une fois très insightful avant même de penser activation. Voilà, donc on reste bien sûr très prudent encore une fois par rapport à cette réglementation, mais là on est typiquement dans l'utilisation de notre donnée first party. Alors là, on revient sur les différentes typologies d'activation qu'on a de façon schématique classées par objectif. Alors, de la notoriété jusqu'à la conversion. Donc, on a évidemment la possibilité d'associer des marques à des événements, où là, on va plus parler d'e-sport, que ce soit des événements physiques ou plutôt digitaux. Jusqu'à la considération, où là, on va plus impliquer des marques dans une approche très liée à l'influence marketing et à la co-création de contenu ad hoc propriétaire pour des marques. Jusqu'à la conversion, où là, on est plus dans une aspérité d'utiliser les médias dans un objectif de reach et de puissance quasi instantanée. Alors après, je ne veux pas avoir une vision trop schématique parce que ça n'est pas excluant, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une activation avec des influenceurs avec une démarche de conversion, notamment pour tous les jeux free-to-play. Mais néanmoins, ça donne, je trouve, une position assez méthodique sur les différents schémas d'activation et les KPI recherchés. Ensuite, on a un deuxième paramètre qui est intéressant qui est autour de si tu peux juste remettre la slide d'avant rapidement, on a donc les différentes activations et puis ensuite se poser la bonne question des canaux de diffusion pour adresser ces cibles, donc des médias généralistes, des médias spécialisés et évidemment l'ensemble des plateformes. Peut-être une remarque par rapport aux plateformes émergentes, notamment Snapchat et Instagram, on voit aussi émerger
Ça peut être intéressant aussi pour des marques non endémiques. On voit émerger notamment sur TikTok des connexions entre le gaming et d'autres univers comme la musique, le sport, la culture urbaine, le rap. Donc, ça peut être aussi intéressant d'aller cibler pour vous ces nouveaux Instagrammeurs, ces TikTokers qui ne sont pas des gamers, mais qui sont, par le prisme de ces cultures très connexes, qui peuvent être des ambassadeurs pour vous, et pourquoi pas les inciter à parler aussi d'actualité autour du jeu vidéo. Alors, on va rentrer dans le détail de quelques exemples. De façon assez, empirique, vous n'y pensez pas assez, et je dois dire que nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur puisqu'on a aussi Allociné dans le giron de Webedia. On l'a vu, hein, on l'a dit, le jeu vidéo est devenu la première industrie mondiale devant la musique et le cinéma. Aujourd'hui, on a aussi une dynamique exactement comme la logique de sortie de films, de blockbuster. On a suffisamment en amont, je dirais 6 mois à l'avance, les line-up de tous les éditeurs, tous les éditeurs partenaires. Et c'est l'occasion pour vous d'aller préempter, des sorties de jeux de façon très événementielle. Là, on a l'exemple de FIFA 21 avec Canal. Et je dois dire que là, on est vraiment sur un ratio extrêmement compétitif de coût au contact, puisque en 3 mois, vous touchez 13 millions de contacts en vous associant tout simplement à tous les contenus qui sont liés à la sortie. Ça va être évidemment les trailers, les fiches jeux, les news. Donc, c'est pour vous une occasion de toucher des cibles très affinitaires à des coûts compétitifs. Toujours en entonnoir, la possibilité aussi pour des marques de, s'associer. Là, si je devais faire un parallèle, c'est le programme court d'une émission de télé. Là, vous avez une de nos IP, le journal de jeuxvideo.com, donc tous les jours à 12h30, filmé, produit, niveau broadcast. On est vraiment dans une qualité de production proche de... On est sur un plateau télé et on fait le tour de l'actualité du gaming en France. C'est Discount qui a pris l'opportunité tous les jours de faire la promotion de son offre gaming et de ses offres connexes. Ça peut être la mobilité urbaine, ça peut être aussi évidemment tout ce qui est lié au high-tech. Et là, on est vraiment sur un objectif d'efficacité avec 1 million de contacts, 1 million de vues par semaine. Là encore, on est vraiment dans un ratio coût-économie avec tout simplement un objectif de branding et de notoriété. Là, on va beaucoup plus loin et donc un petit clin d'œil aussi à Dentsu pour nous avoir aussi accompagnés sur, ce case study qui fait référence aujourd'hui sur le marché, Mastercard. Là, on est typiquement dans un schéma, un parallèle avec le sport qui est intéressant, puisqu'en fait, Mastercard détient les droits de la LEC, qui est la compétition européenne de League of Legends, qui est le premier jeu, la plus forte communauté au monde, avec plus de 200 millions de joueurs dans le monde. Nous, on a, avec l'agence, réfléchi à la façon dont on pouvait, je dirais, optimiser les droits de Mastercard en créant, là on a vraiment créé un asset propriétaire, c'est qu'on a créé une ligue, la MMT, la Mastercard Netflix Tournament, qui consiste en fait à créer, donc vous voyez là plus de 200 équipes d'amateurs dans des conditions professionnelles et compétitives, avec une aspérité de money can buy incroyable, puisque la promesse était assez forte. L'équipe gagnante était invitée à la remise des prix, donc les Worlds, le championnat du monde de League of Legends, pour un match, d'exhibition en conditions réelles, comme en fait les joueurs compétitifs. Et je dirais que ça a été, pour la 2e année, une occasion, d'une part, de, encore une fois, optimiser les droits qui sont quand même extrêmement onéreux dans l'univers de l'e-sport, et donc pour créer tout un asset propriétaire pour Mastercard. Alors ça, c'est mon cas, fétiche, qui réunit en fait pas mal de paramètres en tout cas, ce cas Trésor est un cas emblématique. Pourquoi? Parce qu'il est à la fois, la réflexion d'une marque qui a réussi à vraiment comprendre les codes du gaming et qui a joué, qui a détourné, qui est parti d'un problème, d'un buzz négatif pour en faire toute une histoire extrêmement positive.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le cas, vous le savez, hein, les gamers sont assez publiphobes, je dois dire, puisque ils sont nés avec Adblock. On a des pourcentages d'adblocking très élevés, en l'occurrence chez Webedia. Et c'est pour ça qu'on réfléchit en permanence sur l'intégration de la publicité de la façon la plus native possible. Et Trésor avait eu un bad buzz via son personnage Chocovore qui avait circulé de façon intempestive en format pré-roll un peu partout sur les réseaux sociaux et toutes les plateformes, notamment les plateformes gaming. Bon, et en fait, on a accompagné Trésor pour en faire un buzz positif où on a créé toute une histoire autour du personnage, donc des billboards personnalisés, des spots de pub, où le personnage est venu, je dirais, hacker le plateau du stream. Vous voyez défiler là, un film personnalisé, on a le personnage qui arrive, qui prend les animateurs en otage, qui prend la régie. Donc là, on est dans un schéma narratif, une création publicitaire qui s'adapte complètement au code, où les animateurs jouent le jeu, ils se prennent au jeu. On a même été jusqu'à développer des emojis dans le chat avec le Chocovore qui infiltrait aussi jusqu'à le chat de Twitch sur le stream. Et ça a été un succès incroyable puisque au final, on cumule plus de 60 millions de vues à la fois parce que ça a été diffusé sur nos assets, sur les assets évidemment de la marque. Et je trouve que c'est une bonne idée d'intégration où là, on sort je dirais, du spot de pub classique et on va vraiment jouer la complicité avec les codes du gaming. Rapidement, aussi un bel exemple d'intégration avec La Poste qui lançait une offre jeune tout autour du code de la route. Donc là, on a tout simplement monté un prime time en plateau. On a détourné notre émission, le récap, avec 8 talents, 40 questions qu'on a un peu, je dirais, instrumentalisées pour plus l'adapter dans les codes des jeunes. Et nos animateurs et nos talents se sont pliés au jeu. Ils ont passé leur code en direct. Là encore, en fait, c'est une façon habile de faire la promotion d'un produit qui est quand même assez commercial en intégrant, je dirais, la scénarisation du récap en reprenant les codes de l'émission. Vous avez un chiffre peut-être qui ne vous parle pas trop là-haut. En termes de performance, on a réalisé plus de 10 000 vues simultanées. Juste pour vous donner un ordre d'idée, quand un streamer de haut niveau sur Twitch va faire l'actualité autour d'une sortie de jeu, par exemple, les pics, une bonne performance, c'est plutôt entre 5 000 et 10 000 CCV. Pour une marque, c'est assez unique de pouvoir suivre les mêmes performances je dirais, un streamer ou une émission plutôt éditoriale. Donc, ça prouve que ça marche. Quand c'est bien intégré, ça marche. En conclusion, ça résume un peu tout ce que je vous raconte au-delà de l'industrie et de la meilleure façon pour les marques de préempter ce territoire. Je dirais que j'insiste vraiment sur ce fameux combo qu'on promeut avec, encore une fois, mesure par rapport à la réglementation. Mais voilà, c'est je dirais une industrie qui vous permet justement d'allier la data, la bonne segmentation, le contexte pour cibler les bonnes communautés de gamers. Je vous engage aussi à vraiment réfléchir à cette démarche d'anticiper les hits de l'année et de préempter ces territoires en continu en fonction des typologies de jeux, des cibles, des sorties les plus emblématiques. Évidemment, vous l'aurez compris aussi, c'est adapter son message d'une part aux différentes typologies de joueurs, mais également aux différentes plateformes, puisque ce ne sont pas les mêmes communautés entre Twitch, YouTube, Instagram et puis TikTok aujourd'hui. Utiliser les codes du gaming en termes de transfert de valeur. Là, on est, vous l'avez vu, dans une démarche très authentique. On est dans le fair play, on est dans l'empathie, on est dans la spontanéité. Et donc, si vous n'êtes pas prêt à endosser ces valeurs, nous, on vous conseille plutôt je dirais, rentrer par le premier étage de la fusée, qui est déjà tout simplement de s'associer à ce territoire dans un objectif de reach. Et puis, être les premières marques à s'associer aux valeurs connexes du jeu vidéo. Post-confinement, aujourd'hui, on voit que le jeu vidéo, la pratique du jeu vidéo ludique est une valeur, intègre des valeurs extrêmement positives. On est dans l'inclusion, dans la solidarité, dans la promotion de la diversité, de la mixité. Et on voulait, slide suivante s'il te plaît, on voulait vous
faire un tout petit arrêt sur image sur l'illustration de ce qu'est devenu le gaming au travers de ces communautés. C'est-à-dire que ce formidable exemple de la Z-Event qui est organisé maintenant depuis 4 ans par Zerator, qui est un streamer indépendant, qui a lancé ce défi assez incroyable où tous les ans, tout un week-end, plus de 50 streamers se réunissent pour jouer pendant 50 heures en continu. Et chaque année, en fait, on engage les spectateurs à faire des dons. Vous voyez, je dirais, la levée de fonds, si je puis dire, spectaculaire en quelques années. Et cette année, près de 6 millions d'euros récoltés pour Amnesty International. Pour conclure et rebondir par rapport, je dirais, aux différents groupes de travail en ce qui concerne, je dirais, l'intégration des marques en dehors des temps de jeu, nous, on va marquer un point d'attention particulier sur la façon dont on peut réinventer ensemble la relation entre les marques et les audiences pour, d'une part, adresser les gamers sur un point de passion. Et je dirais, ça Guillaume nous l'a rappelé à plusieurs reprises, c'est justement diminuer le gap entre la puissance des audiences exponentielles du jeu vidéo et la part des investissements des marques qui reste quand même relativement bas par rapport aux audiences captives. Évidemment, je le redis, mais se pencher davantage sur la façon dont on peut mieux comprendre les différentes segmentations et les différents leviers d'activation au-delà de l'association classique. Donc, on l'a vu, c'est peut-être marquer un temps d'arrêt sur justement l'influence marketing, le sujet de l'événementiel. Je suis une marque, est-ce que je vais plutôt m'adosser à un événement existant, sponsoring, ou est-ce que je vais plutôt créer mon propre événement? Donc voilà, il y a beaucoup de leviers d'activation, mais qui méritent d'être bien étudiés avant de s'associer à un certain nombre de leviers. Le sujet de la mesure est très important et je pense que ça rejoint le corollaire du premier point. Si on veut aussi faire bouger les choses et diminuer ce gap entre audience et investissement publicitaire, il est important, et nous, on a cette responsabilité d'investir aussi en insight et en outils pour prouver l'efficacité et mesurer l'attention des gamers vis-à-vis des marques hors temps de jeu. C'est assez fondamental. Et puis enfin, un marché aussi qui a explosé, l'e-sport, peut-être aussi investiguer du côté des différents prismes d'activation dans l'e-sport pour les marques. Merci Michel pour tous ces rappels. Donc, moi, je vais vous parler de la façon dont on voit la publicité vue par les éditeurs de jeux, et aussi comment on conçoit nos jeux, comment on se positionne avec le point de vue de Gameloft. Alors, c'est vrai qu'on a vu précédemment pas mal de fausses idées par rapport au profil du joueur moyen, et on a aussi pas mal de fausses idées par rapport au niveau de qualité de production des jeux. Puisqu'on compare souvent les univers de diffusion premium à des univers qui sont peut-être de moins bonne qualité. Alors, quelques petits rappels utiles sur la façon dont on conçoit des jeux. Donc, on peut concevoir des jeux de différentes façons, et le choix qu'on a fait chez Gameloft depuis près d'une vingtaine d'années, ce sont des jeux qui ont un certain niveau de quantité de production pour arriver à une expérience optimale de divertissement pour le joueur. Donc, un jeu aujourd'hui, tel qu'il est disponible sur des plateformes type App Store chez Apple ou Google Play sur les terminaux Android, c'est des temps de développement qui sont compris entre 1 an et demi à 3 ans de développement. Donc, c'est des temps de développement qui peuvent être assez longs. Tout ça parce que voilà, il y a une quantité de production, une quantité de différents savoir-faire qui sont assemblés pour pouvoir arriver au niveau de qualité qui est souhaité. Les budgets de développement peuvent être très variables d'un projet à l'autre. Ça peut être compris entre quelques millions d'euros jusqu'à 20 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on conçoit un jeu aujourd'hui, et ça, le virage a été pris, je dirais, au début des années 2010, avec l'arrivée du free-to-play sur les plateformes grand public, type smartphone et tablette, on conçoit un jeu pendant quelques mois, quelques années. Une fois que le jeu arrive sur le marché, et bien, comme on l'a rappelé précédemment, on est dans un processus itératif d'amélioration de l'expérience du joueur par l'ajout de nouveaux contenus, par l'ajout de nouvelles animations, par l'ajout de promotions, par l'ajout d'événements. Et donc, tous ces contenus-là vont faire en sorte que le jeu va durer un certain nombre d'années. Donc, il n'est pas rare maintenant, aujourd'hui, qu'on puisse exploiter des jeux pendant 5, 6, 7, 8 ans, parce que, en fait,
comme on l'a dit également, le jeu n'est plus simplement quelque chose qu'on télécharge, auquel on joue, et puis voilà, on passe à autre chose. Ça existe toujours, mais il y a tout un segment de jeu où on crée un service de divertissement à part entière, et ce service de divertissement, on va l'alimenter au fur et à mesure avec des équipes qui sont sur le pont en permanence pour s'occuper de notre communauté de joueurs. Et pour développer un jeu, en fonction des différents temps de développement, différentes phases de projet, ça peut monter à plusieurs dizaines de personnes qui peuvent travailler à un instant T sur un projet de jeu vidéo. Alors, développer un jeu, ça ne se fait pas au doigt mouillé, et en même temps, il n'y a pas de recette magique. Le processus qui est souvent mis en place, c'est vraiment un processus itératif, puisque 80% des projets qui nous passent par la tête, sur lesquels on aimerait travailler, lancer un jeu autour de certaines thématiques ou pour certains segments de population, 80% de ces projets sont annulés. Ils sont annulés parce qu'à différents stades de ce projet, on va pouvoir mesurer différents indicateurs, on va pouvoir mesurer différents retours avec différents tests, quali ou quanti, qui vont nous indiquer si on est ou pas dans la bonne direction. Et si on n'est pas dans la bonne direction, souvent, on a plus intérêt à couper rapidement un projet qu'à investir sur un projet qui n'est pas sur le bon équilibre et qu'on sait qu'il va être assez peu rentable. Alors, comment on évalue ces KPI? Alors, c'est souvent une méthode qui est utilisée par les industriels du jeu vidéo, notamment dans le domaine du free-to-play, où on regarde tout simplement les taux de rétention suivant les types de jeux. Donc, on va regarder les taux de rétention à partir du moment où le joueur télécharge un jeu sur son terminal. On va regarder la durée de jeu suite à ce téléchargement à différents stades, à plus 1 jour, plus 3 jours, plus 7 jours, plus 30 jours. Et en fait, cette courbe de rétention va nous donner déjà un indicateur très important sur la qualité intrinsèque du jeu et ses capacités à retenir le joueur le plus longtemps possible. Ce qu'on fait également beaucoup, c'est, comme on l'a dit, il ne suffit pas de faire un bon jeu pour avoir des joueurs, puisqu'en fait, il y a une compétition qui est vraiment très acharnée sur ce marché. Il y a plusieurs centaines de jeux qui sortent tous les jours sur ces plateformes-là. Donc, on va tester tous les paramètres qui nous permettent de faire de la user acquisition. C'est-à-dire que autant nous sommes diffuseurs de médias, puisque nous pouvons accueillir des marques qui sont mises en face du trafic suite aux jeux et aux joueurs qui sont sur nos différents jeux. En même temps, on achète également beaucoup de médias pour faire venir des nouveaux joueurs et les faire consommer les jeux. Donc, on va réaliser tout un tas de tests pour savoir si les visuels que nous utilisons sur la page produit sont performants, si les vidéos sont performantes, si le téléchargement se passe bien, si l'usage se passe bien. Tout ça, c'est mesuré constamment. Et également la valeur de monétisation. Alors, la valeur de monétisation d'un jeu dépend également de son positionnement. Il est clair qu'en fonction du type de jeu qu'on va produire, c'est-à-dire un jeu plutôt orienté vers le grand public ou un jeu plutôt orienté vers ce qu'on appelle les mid-core gamers, c'est-à-dire des joueurs qui sont sur une expérience un peu plus poussée et plus engageante, on va avoir différentes valeurs de monétisation qu'on va pouvoir cibler. Et ces différentes valeurs de monétisation vont permettre ou pas l'achat média pour permettre de faire venir des nouveaux joueurs. Alors, il faut bien garder en tête que aujourd'hui, quand on est sur les jeux casual, c'est la grande masse de jeux, de joueurs qu'on adresse sur le segment smartphone tablette, c'est le segment du jeu vidéo en plus forte croissance, on l'a rappelé, qui est essentiellement basé aujourd'hui sur un modèle free-to-play. Je dirais sur ce segment-là, le free-to-play, c'est à peu près 95% des revenus du marché. Très largement maintenant devant le modèle de téléchargement premium où on paye, on télécharge, on joue et voilà, c'est fini. Donc aujourd'hui, il y a assez peu de barrières à l'entrée pour pouvoir accéder à ces produits-là, puisque quasiment tout le monde a un smartphone maintenant dans sa poche. Le téléchargement est gratuit et le financement de ces produits, c'est d'un côté les achats in-app, où on paye avec du vrai argent, et de l'autre côté, la publicité avec l'intégration des marques sous différentes formes. Alors la répartition du chiffre d'affaires entre les deux sources de revenus varient en fonction de la nature des jeux.
Donc, plus le jeu est grand public, typiquement, voilà, chez Gameloft, il y a un jeu très grand public, c'est un runner qui s'appelle Minion Rush, Moi Moche et Méchant, donc c'est les petits bonhommes jaunes hein, que vous connaissez des films d'Universal. Donc, on aura une part de publicité qui sera très largement dominante, puisqu'on est sur une audience beaucoup très grand public et très large. À l'inverse, on voit des jeux qui sont plus typés gamer, donc ça peut être des MMORPG, ça peut être des RPG, donc des jeux qui sont très versés dans le code du jeu vidéo traditionnel, où là, on aura une audience extrêmement engagée, très spécialisée, et là, pour le coup, la part des achats in-app sera beaucoup plus importante et la part de la publicité un petit peu moindre. Donc, c'est ce qui détermine, la différence entre les populations plus casual et les populations plutôt engagées. Et donc, voilà, c'est ce qui permet d'avoir différents volumes d'usage et différentes répartitions publicitaires et in-app purchase. Alors, on l'a rappelé précédemment, et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Quels sont les niveaux de performance qu'on peut attendre de ce type de produit, de ce type de jeu? En fait, elle est plutôt intéressante, puisque c'est vrai que chez Gameloft, ça fait plus de 5 ans qu'on a lancé nos propres régies internes pour pouvoir justement adresser les marques au travers de nos jeux. Et en fait, on a accumulé un certain nombre de métriques qu'on a pu confronter au marché. Et ce dont on se rend compte, c'est que les performances sont plutôt je dirais surprenantes dans le bon sens. Elles sont plutôt bonnes. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on joue à un jeu vidéo, eh ben, on ne fait pas autre chose. On regarde son écran, on est concentré et en fait, on a 100% d'attention sur ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça, c'est une des grandes différences qu'il y a par rapport à d'autres médias où le degré d'attention peut être moindre. Donc, typiquement, quand on regarde des performances je dirais de publicité statique, typiquement la bannière, on se rend compte qu'on a des CTR qui sont très largement au-dessus du marché quand on compare à du Facebook ou à du Google. Tout simplement parce que voilà, on a un engagement qui est très fort du joueur et qu'il est peut-être un petit peu moins sur Facebook, un petit peu moins sur Google parce que la navigation, parce que l'attention sur son fil d'actualité Facebook, elle est peut-être un peu moindre et c'est pas forcément la publicité qui nous intéresse. Également sur la vidéo, l'un des grands modes de commercialisation de la vidéo dans l'univers du jeu mobile en particulier, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la rewarded vidéo. C'est-à-dire que afin je dirais de renforcer l'expérience de jeu, on va déterminer des emplacements dans ce jeu qui permettent d'avoir, contre le visionnage d'une vidéo, d'accéder à certains niveaux du jeu, d'accéder à certains bonus. Après, il y a différentes façons d'implémenter ce type de mécanique. Typiquement, dans nos jeux, c'est l'utilisateur qui va lui-même chercher la vidéo, on ne lui impose pas, donc il va chercher lui-même la vidéo et c'est une sorte de deal qu'on crée entre le joueur, la marque et le jeu pour dire, OK, si tu veux aller un petit peu plus vite dans ton jeu, si tu veux avoir accès à ce bonus-là, bah, tu as la possibilité de regarder cette vidéo-là et ça va pouvoir t'aider à progresser. Et donc, ce qui nous permet d'avoir en fait des performances qui sont assez exceptionnelles, hein, puisque déjà en termes de viewability, l'affichage, occupe tout l'écran et on ne peut pas vraiment le rater. Et puis, le fait d'avoir un incentive à la fin de la vidéo permet d'avoir des vidéos vues à 100% qui sont proches de 95%. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment assez exceptionnelles pour pouvoir remonter les KPI d'une campagne vidéo. Et pour terminer, l'AdverGame. Donc l'AdverGame, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 5 ou 6 ans, qui nous paraissait assez évident, c'était de se dire, voilà, nous faisons du jeu vidéo pour pouvoir... quand on fait du jeu vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On engage des consommateurs, on les rend attractifs à une expérience, et bien on a développé ces compétences pour également les mettre dans des formats publicitaires en se disant, bon, OK, le format publicitaire, au lieu d'être passif devant un format, rendons-le interactif et rendons-le jouable. Et donc, cet AdverGame, c'est une unité publicitaire qui va être au contact du joueur pendant 30-40 secondes et qui va permettre aux joueurs, pendant ce laps de temps, d'interagir avec une marque. Et ce qui est très intéressant sur ce type de format, c'est qu'on a des taux d'engagement qui sont exceptionnels, qui sont très largement au-dessus de 50%. Et donc, il y a assez peu de formats aujourd'hui qui permettent ce type de taux d'engagement. Et ça, je dirais, c'est vraiment une des forces du jeu vidéo, c'est d'arriver à canaliser l'attention du joueur sur le jeu, bien évidemment, mais également sur une expérience de marque. Et ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que
un jeu vidéo, c'est un environnement qui est extrêmement contrôlé à tout un tas de niveaux. Hein. Quand on fait un jeu, on est garant, nous, de l'expérience de jeu du joueur, c'est-à-dire qu'on doit lui délivrer également la meilleure expérience de jeu possible, mais en même temps, on doit lui délivrer une expérience publicitaire qui est la meilleure possible et la moins intrusive possible, et on est toujours en balance sur cet équilibre-là. Et premium, pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu précédemment, faire des jeux, c'est un vrai savoir-faire. Il y a énormément de valeur de production à l'intérieur de ce type de produit-là. Et on est vraiment sur des productions et des niveaux de budget qui sont de l'ordre de ce qu'on peut retrouver sur des séries télé ou sur certains films. Donc on est vraiment sur un monde un petit peu à part et qui est accessible aujourd'hui assez largement en termes de format ou en termes d'accès, en gré à gré ou en programmatique. Alors, ensuite, au-delà, je dirais, des formats type classique, IAB, display, interstitiel, vidéo, on peut aller beaucoup plus loin en termes d'intégration de marque, entre guillemets, dans le dur. Donc, c'est ce qui relève de la publicité native, alors pas forcément au sens programmatique du terme, mais publicité native dans le sens où on intègre la marque ou ses produits directement dans l'expérience de jeu, ou au travers d'opérations spéciales, ou également au travers du mobile e-sport. Alors, le mobile e-sport, juste un petit aparté, en fait, on a vu précédemment que le e-sport, c'était vraiment un driver très, très important en termes de dynamisme des communautés du jeu vidéo qui permettait aux marques d'aller s'exprimer sur ce territoire-là. Ce qu'on constate aussi, puisqu'en fait, on est aussi en partenariat à côté Gameloft avec l'ISL, qui est le premier organisateur de tournois e-sport dans le monde, qui a créé une ligue mobile il y a 2 ans avec laquelle on est partenaire. Aujourd'hui, on est en mesure d'apporter des expériences de e-sport au travers du mobile, ce qui a plusieurs avantages pour les marques. D'une part, c'est d'accéder à un bassin de joueurs beaucoup plus large, puisque tout le monde a un mobile et tout le monde est susceptible de pouvoir jouer à une compétition en mode digital. Et puis d'autre part, on est sur des produits, typiquement l'un des jeux phares des compétitions mobile ISL, c'est un jeu Gameloft, c'est Asphalt 9, c'est un jeu de course automobile. Là, on est bien en termes de brand safety, puisqu'on voilà, on n'est pas sur des jeux de tir, on n'est pas sur des jeux violents, donc ça permet aussi à des marques de pouvoir s'exprimer plus simplement et plus en adéquation avec leurs propres valeurs. Donc avant d'intégrer des marques dans le jeu, on va s'assurer qu'il y a une cohérence entre la marque, le produit et le positionnement du jeu. Donc c'est compliqué pour un éditeur de jeu d'intégrer des produits qui n'ont rien à voir avec cet univers-là, à partir du moment où on fait une intégration profonde dans le jeu. Donc on s'assure que tout ça soit cohérent. Et également de la cohérence sur les audiences et les cibles respectives. Et donc là, quand on réunit tous ces éléments-là, on arrive à préserver la qualité du jeu, on arrive à renforcer l'univers du joueur avec les bons codes de la marque, et là, on arrive à créer un contexte optimal. Alors après, des exemples de gamification, que ce soit au travers de pubs natives, d'opérations spéciales, de e-sport ou également de création d'applications de jeux spécifiques. On a le cas récent avec Ferrero, avec Kinder, pour laquelle on a pu développer l'application Appelez-nous. Donc, vous achetez un œuf Kinder pour vos enfants, il y a le jouet, bien évidemment, et puis un QR code à scanner, et vous allez accéder à une application de jeu qui a une dimension très forte éducative, qui a été faite en partenariat avec l'Université de Oxford, le département éducation, pour pouvoir justement aller bien au-delà du petit jouet en plastique et proposer une expérience beaucoup plus profonde, avec notamment une dimension AR. C'est également produire des jeux pour des groupes de rock, ce qui a été fait récemment pour le groupe Queen, ou également des marques beaucoup plus consumer, beaucoup plus grand public, avec Fanta qui a souhaité créer à un moment donné un jeu propre à sa marque pour pouvoir communiquer auprès de sa base client. Et là, je laisse la parole à Gaëtan. Merci Cyril. En effet, on va continuer dans l'univers du casual et on va rentrer dans une branche très spécifique du casual, l'hyper casual. Alors, Benoît, on a parlé un petit peu au début de la présentation. Je vais aller plus en détail dans ce que c'est. L'hyper casual, c'est un peu l'opposé de ce que l'on pense quand on a un cliché en tête de ce qu'est le jeu vidéo. C'est des jeux qui sont vraiment accessibles à tous. C'est des produits mass market. Donc, quand on regarde les audiences qu'on a par exemple chez Voodoo, il y a quelques jeux qui ont plus de femmes que d'hommes, il y a quelques jeux qui ont plus d'hommes que de femmes, mais globalement, on a autant de joueurs femmes et hommes sur tous nos jeux. C'est souvent des jeux qui sont considérés aussi comme YouTubeable. Donc par là, j'entends que c'est des jeux qui sont extrêmement simples à comprendre. On considère qu'un jeu peut être un jeu hyper casual si on vous montre une vidéo de 5 secondes, vous avez compris ce que c'est le gameplay, vous avez compris ce que c'est le but du jeu.
C'est la partie des jeux sur mobile qui drive le plus de téléchargements dans le monde entier. Donc, par mois, à peu près, c'est 900 millions de téléchargements. Du coup, je vais faire un parallèle avec la présentation de Cyril de Gameloft sur comment on crée un jeu hyper casual. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de points communs, mais aussi beaucoup de différences. Et la principale, c'est le temps de développement et l'investissement de développement pour créer un jeu hyper casual. Donc, créer un jeu, là, je vous ai mis que ça prend entre 5 jours et 3 mois. J'ai vu des jeux qui se sont créés en moins de 24 heures et qui, une semaine après, étaient en top du téléchargement dans tout le monde entier. Un jeu, ça se crée en 3-4 jours seulement pour créer la partie principale du jeu, donc la méta du jeu. Et ensuite, c'est du peaufinement, trouver des features dans le jeu qui vont faire en sorte d'améliorer certains KPI. En termes de développement, c'est extrêmement accessible. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences techniques particulières. Et du coup, il y a très peu de barrières d'entrée pour créer des jeux hyper casus. Et on travaille chez Voodoo avec des vrais studios structurés avec des dizaines d'employés, mais on travaille aussi énormément avec des studios de jeux où c'est une seule personne dans son garage en train de faire des jeux tranquillement. Aujourd'hui, le business mondial, il est principalement conduit par ce qu'on appelle des publishers ou des éditeurs qui vont publier les jeux sur l'App Store et le Play Store pour les développeurs. Donc, le développeur va créer le jeu, il va signer un contrat avec un publisher et le publisher va s'occuper de l'amélioration du jeu et va s'occuper de toute la partie vente du jeu, donc le marketing, la monétisation. En termes de KPI, donc c'est assez similaire au casual et même peut-être encore plus difficile pour créer des jeux. Comme c'est assez simple à créer des jeux, les gens vont partir sur une idée de on va essayer de créer plein de jeux et potentiellement il y en a un qui va passer. Et en termes de jeux qui passent de l'étape prototype à l'étape il est publié par un éditeur de jeu, il y a énormément de rejets, mais d'une autre façon, ça prend que quelques jours à pouvoir créer un prototype et le tester, donc on peut vite passer à autre chose. En termes de KPI, c'est assez similaire à ce que Cyril racontait pour les jeux plus casus. Le principal KPI qu'on va regarder, c'est la rétention, donc combien de joueurs continuent de jouer après 3 jours, après 7 jours. Sur des très bons jeux hyper casual, on a à peu près 50% des joueurs qui continuent de jouer 24 heures après leur installation et 15 à 20% qui continuent de jouer 7 jours après leur installation. Et le deuxième KPI qui va décider si le jeu peut être publié ou non, c'est le coût par installation ou CPI. Donc, c'est simplement un peu ce qu'on peut représenter comme la marketabilité du jeu. Est-ce que le jeu est plus intéressant que les autres centaines de jeux qui sont gratuits sur le store à télécharger? Je vais vous expliquer comment fonctionne le business model d'un jeu hyper casual. Donc, je vais énormément vulgariser cette partie-là. Ça va paraître un peu simple. Ça l'est simple, mais ça reste quand même extrêmement compliqué à mettre en place. Donc, pour être profitable avec un jeu hyper casual, il suffit d'avoir un CPI, donc un coût d'install le plus faible possible. Donc, en France, en moyenne, regardez les chiffres, chez Voodoo, on paye entre 10 centimes et 40 centimes pour une installation. Et en parallèle, une fois qu'on a un joueur, il faut pouvoir avoir la meilleure lifetime value ou LTV possible. Donc, c'est combien va rapporter un joueur une fois qu'il a fini son temps de jeu sur le jeu, donc pendant 10 jours, 15 jours, 20 jours. L'hyper casual, c'est principalement monétisé par de la publicité. Là où le casual, il y a pas mal de microtransactions, donc les in-app purchase et la publicité. L'hyper casual, c'est plus de 95% de publicité. Et souvent, les 5%, c'est l'in-app purchase pour avoir la possibilité de jouer sans publicité dans le jeu. Donc en France, en termes de LTV, sur des jeux hyper casual, on tourne entre 10 et 80 centimes. Et du coup, on tombe sur une équation assez simple. Si on a une LTV qui est supérieure au coût d'install, alors on a un jeu profitable. Donc ça paraît simple comme ça, mais réussir à créer des jeux qui ont des CPI entre 10 centimes et 40 centimes en France, c'est pas évident et ça demande de faire beaucoup d'itérations et de jeter beaucoup de jeux qui pourraient potentiellement être bien en rétention, mais non marketables. Une fois qu'on a un bon jeu, il y a aussi un gros challenge qui reste à maintenir ces deux KPI comme ceci, LTV supérieur à CPI. Plus on fait de l'acquisition avec des campagnes publicitaires, plus le CPI a tendance à augmenter. Et là, il y a un énorme travail des équipes marketing qui consiste à optimiser les campagnes publicitaires, trouver les bons canaux de communication pour trouver des nouveaux joueurs, que ce soit il y a des régies publicitaires en direct, il y a des réseaux sociaux, travailler énormément la créa pour pouvoir trouver la vidéo qui va faire en sorte que les gens vont télécharger le jeu et trouver des nouveaux moyens de développer le trafic organique pour avoir des utilisateurs gratuitement. Et ensuite, il y a la grosse partie de travail sur la LTV. Donc, ça consiste principalement à optimiser le jeu pour en faire en sorte que le joueur joue plus longtemps, pour faire en sorte que le joueur revienne
plusieurs fois dans la même journée et qui reviennent plusieurs fois chaque jour. Et il y a un autre travail qui consiste à équilibrer l'affichage des publicités dans le jeu et ne pas en mettre trop. Donc, trop de publicité, le joueur va partir en quelques minutes parce qu'il va être spammé de pub. Pas assez de publicité, le jeu ne va pas être rentable. Donc, il y a toute une question d'équilibrage pour trouver le juste milieu. Ça nous amène au slide suivant, la dépendance de l'hypercasu à la publicité. Sans des annonceurs publicitaires, l'hypercasual est une industrie qui ne pourrait pas exister, étant donné que 95% des revenus viennent de la publicité. Donc, aujourd'hui, c'est assez facile de monétiser un jeu avec des publicités d'autres jeux. Il y a énormément de passerelles de régie publicitaire qui se font en direct entre les différents studios de jeux vidéo. Mais c'est beaucoup plus difficile de monétiser un jeu avec beaucoup de publicités qui viennent d'autres choses que d'autres jeux vidéo. Donc, via des DSP, en direct, via des agences. Parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui se mettent entre l'annonceur publicitaire et le revendeur. Et ces intermédiaires font qu'il y a une perte de compétitivité entre l'annonceur traditionnel jeu vidéo qui va acheter en direct dans un autre jeu vidéo. Pourtant, l'hypercasual, c'est un milieu où il y a énormément de publicité à vendre, d'espace publicitaire à vendre. Là, j'ai pris les chiffres de Voodoo seulement en France. C'est 600 000 joueurs chaque jour. C'est 3 millions de publicités plein écran et 8 millions de bannières tous les jours. Voodoo, ce n'est pas le seul acteur en France. Donc, on peut considérer qu'en France, c'est 4 à 5 fois plus élevé que ça, ce qu'il y a comme inventaire publicitaire à vendre sur l'hypercasual. Enfin, pour rebondir au slide précédent, aujourd'hui, l'hypercasual n'a pas développé de business hors des jeux, des jeux vidéo. Ça va peut-être arriver dans les jours qui viennent. Enfin, pour finir ce panel, vous montrer quelques points de discussion sur lesquels on essaye d'avancer. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais en gros, l'idée qu'on a, c'est d'essayer de trouver des moyens, que ce soit pour l'univers casual ou hyper casual, d'améliorer la performance de connexion entre la supply et la demande. Donc, comment faire en sorte de donner plus de chances aux annonceurs publicitaires de venir acheter sur ce type de jeux vidéo pour faire en sorte que ces jeux vidéo soient plus profitables pour les entreprises comme Gameloft ou Voodoo. Et quand on voit les premiers slides qui ont été présentés par Guillaume, on voit le pourcentage de dépenses par joueur sur le web comparé aux jeux vidéo. On se dit qu'il y a un énorme potentiel pour les annonceurs pour trouver beaucoup d'inventaire publicitaire dans un milieu moins compétitif que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Merci à tous les participants pour toutes les informations échangées, pour ce lancement de cette Task Force Gaming. Eric, tu veux conclure? Oui, merci Guillaume et merci à tous les participants, tous les intervenants. Vous avez été près de 100 personnes sur la plateforme, donc je vous remercie tous. Juste un mot pour conclure, effectivement, l'une des missions de l'IAB est de mettre en avant les tendances émergentes de l'écosystème publicitaire digital. Comme on l'a vu ce matin, l'in-game advertising ou le gaming fait bien partie de ces tendances-là. L'objectif de ce webinaire et donc de cette task force nouvellement mis en place est donc d'accompagner ce dynamisme et de faire en sorte, en effet, comme l'a dit en introduction Guillaume, que les investissements publicitaires rattrapent le retard sur les usages parce qu'effectivement, les chiffres sont impressionnants en termes d'audience et de pratiquants. Donc, nous pensons que c'est le bon moment de mettre en place cette task force et surtout de mettre en place des bonnes pratiques sur ce marché qui est ancien mais naissant sur le plan publicitaire. N'hésitez pas donc à venir nous rejoindre, nous contacter, à adhérer à l'IAB, à participer à ces task force et notamment ces différents work packages qui sont mis en place. Voilà, encore un grand merci à tous et je vous souhaite donc une bonne journée et plein de jeux vidéo à venir. Donc, merci à vous. Merci. Guillaume.